Le seul danger réel qui existe, c'est l'homme lui-même. Nous ne savons rien de l'homme, bien trop peu. Notre psychisme devrait être étudié parce que nous sommes à l'origine des atrocités qui se produiront. Ceci est votre cerveau, selon Carl Jung. Ce schéma n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Si vous pensez vous connaître, sachez que vous avez à peine gratté la surface de la profondeur et de la complexité de votre esprit. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Parole d'Elphes. Quoi que tu veuilles dans la vie, tu es le seul obstacle sur le chemin, même si tu ne t'en rends peut-être pas compte. Dans cette vidéo, Carl Jung, le psychologue le plus réputé au monde, partage les secrets sur ton esprit qui te permettront de transformer ta vie. Son intérêt pour le mysticisme, l'occultisme et l'étude des religions ont influencé sa réflexion sur des sujets qui sont à la frontière de la psychologie et du paranormal. Petite parenthèse, si vous en avez marre de courir après vos rêves et que vous souhaitez que vos rêves vous courent après, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description pour écouter le livre audio L'argent me veut, totalement gratuitement. J'ai fait le tour des brocantes et j'ai déniché ce livre que je trouve juste incroyable qui a été écrit en 1903 par Henry Harrison Brown. On l'a transformé en livre audio exprès pour vous et vous allez adorer. Le lien est dans la description, c'est parti. J'ai remarqué chez mes patients, en particulier chez les personnes qui sont dans la vie publique, qu'ils ont une certaine manière de se présenter. Prenons par exemple le médecin. Il a de bonnes manières au chevet du patient. Et il se comporte comme on s'attend à ce qu'un médecin se comporte. Il peut même s'identifier à cela et croire qu'il est ce qu'il semble être. Il doit apparaître sous une certaine forme, sinon les gens ne croiront pas qu'il est médecin. Et ainsi, c'est pareil pour le professeur. Il est également censé se comporter d'une certaine manière pour qu'il soit plausible qu'il soit professeur. Donc la persona est partiellement le résultat des exigences de la société. Et d'un autre côté, c'est un compromis avec ce qu'une personne aime être, ou comment elle aime paraître. Donc, prenons, par exemple, un individu. Il a aussi son propre comportement qui correspond à ses propres attentes, et il se comporte aussi d'une autre manière qui est combinée avec sa persona qui lui est imposée par la société, de telle sorte que sa fiction de lui-même, l'idée qu'il a de lui-même, est plus ou moins illustrée ou représentée. Ainsi, la persona est un système de comportement compliqué, partiellement dicté par la société et partiellement dicté par les attentes ou les souhaits que l'on nourrit soi-même. Maintenant, ce n'est pas la véritable personnalité, malgré le fait que les gens vous assurent que tout cela est tout à fait réel et tout à fait honnête. Pourtant, ce n'est pas le cas. Une telle performance, la performance de la persona, est tout à fait acceptable tant que vous savez que vous n'êtes pas identique à la manière dont vous apparaissez. Mais si vous êtes inconscient de ce fait, alors vous entrez parfois dans des conflits très désagréables. Et par exemple, certaines personnes ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'à la maison, vous êtes tout à fait différent de ce que vous semblez être en public. Et les gens qui ne le savent pas trébuchent finalement dessus. Ils nient qu'ils sont comme ça, mais ils sont comme ça. Ils le sont. Et alors vous ne savez pas lequel des deux il est vraiment. Est-il l'homme tel qu'il apparaît à la maison ou dans ses relations intimes? Ou est-il l'homme qui apparaît en public? C'est une question d'apparition et de dissimulation. Et donc souvent, il y a une telle différence qu'on pourrait presque parler d'une double personnalité. Et plus c'est prononcé, plus les gens sont névrotiques. Pour résumer, la persona est un masque ou un rôle que nous adoptons pour nous présenter et interagir avec les autres. J'aime le voir comme une tenue, par exemple le costard-cravate qu'un directeur d'entreprise pourrait porter. Suivant le contexte, il est obligé de s'habiller de cette façon, comme il est obligé d'adopter les comportements qui correspondent à son rôle. Ça lui donne une certaine autorité et lui permet de cacher certaines vulnérabilités. Comme un costard peut cacher la vérité en ce qui concerne votre corps, la persona peut cacher la vérité en ce qui concerne votre esprit. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais que se passerait-il si vous deveniez incapable d'enlever votre costard en rentrant à la maison, alors que vos enfants vous attendent impatiemment? Pouvez-vous réellement être un bon père si vous pensez sincèrement être un directeur?
Comme vous le savez si vous avez regardé un peu trop de séries policières, le plus grand danger pour un infiltré n'est pas de se faire démasquer, mais c'est de finir par prendre son rôle trop au sérieux. Prenons l'exemple de Heath Ledger, qui a interprété le rôle du Joker dans The Dark Knight. Tout le monde était sur le cul. Son incarnation du personnage de Joker était juste incroyablement réaliste. Mais cette performance a eu un prix. Ledger s'est immergé si profondément dans l'esprit torturé du Joker qu'il a eu du mal à s'en détacher. Et ça, même après la fin du tournage. Beaucoup de gens pensent que cette immersion intense a contribué à son tragique décès prématuré. Jouer un rôle, c'est comme faire un travail pour lequel vous n'êtes pas fait. Jour après jour, le vide intérieur s'élargit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Plus aucune trace de ce qu'était votre vraie nature. Et malheureusement, lorsque vous vous êtes totalement perdu, le monde extérieur n'a plus rien à vous offrir. Par contre, si vous réalisez que votre persona n'est qu'une tenue, alors vous deviendrez de plus en plus adaptable et pourrez adapter votre comportement à chaque situation, comme vous vous apprêtez différemment pour différents événements. Le soi est d'un côté l'ego, de l'autre côté la personnalité inconsciente. Maintenant, vous voyez, pendant que je parle, je suis conscient de ce que je dis. Je suis conscient de moi-même, mais seulement dans une certaine mesure. Beaucoup de choses se passent. Par exemple, je fais des gestes. Je n'en suis pas conscient. Ils se produisent inconsciemment, mais vous pouvez les voir. Je peux dire ou utiliser des mots, et ensuite je ne peux plus du tout me rappeler que j'ai dit ces mots parce que je les ai dits inconsciemment. Ainsi, toute une série de choses inconscientes se produisent dans mon état conscient. Je ne suis jamais totalement conscient de moi-même. Pendant que j'essaye, par exemple, d'élaborer un argument, en même temps, il y a des processus inconscients qui continuent. Peut-être un rêve que j'ai eu la nuit dernière, ou une partie de moi pense à Dieu sait quoi, à un voyage que je vais faire, ou à telle ou telle personne que j'ai vue, ou lorsque j'écris un article, je continue à écrire cet article dans ma tête sans le savoir. Vous pouvez découvrir ces choses, disons, dans les rêves, ou si vous êtes attentif, dans l'observation immédiate d'un individu, alors vous les voyez dans les gestes ou dans l'expression du visage, qu'il y a ce que l'on appelle une arrière-pensée, quelque chose derrière la conscience. De sorte que vous avez finalement le sentiment que cet homme a quelque chose en tête qu'il dissimule. Et vous pouvez même lui demander maintenant « À quoi penses-tu vraiment ?» Mais il pense tout le temps à autre chose, et il n'en est même pas conscient. Ou peut-être qu'il l'est. Il y a bien sûr parfois de grandes différences entre les individus. Il y a des personnes qui ont une connaissance étonnante d'elles-mêmes, des choses qui se passent en elles. Mais même ces personnes ne sont pas capables de savoir ce qui se passe dans leur inconscient. Par exemple, ils ne sont pas conscients du fait que tandis qu'ils vivent une vie consciente, tout le temps, un mythe se joue dans l'inconscient. Un mythe qui s'étend sur des siècles. À savoir, un flux d'idées archétypales qui traverse les hommes à travers les siècles. Vous voyez, c'est comme un flux continu qui se manifeste ensuite dans de grands mouvements, par exemple dans les mouvements politiques ou des mouvements spirituels. Par exemple, à l'époque précédant la Réforme, les gens rêvaient du grand changement. C'est la raison pour laquelle de telles transformations si importantes pouvaient être prédites. Si quelqu'un avait été assez clairvoyant pour voir ce qui se passait dans l'esprit des gens, dans l'esprit inconscient, il aurait pu le prédire. Par exemple, j'ai prédit la montée du nazisme en Allemagne grâce à l'observation de mes patients allemands. Ils avaient des rêves dans lesquels tout ce qui s'est produit était anticipé et avec un niveau de détail considérable. Et j'étais déjà absolument certain, dans les années précédant l'arrivée d'Hitler, au début de l'année 1919, j'étais sûr que quelque chose de monstrueux allait arriver, quelque chose de très grand et de très catastrophique. Et je n'en ai eu connaissance que par l'observation de l'inconscient. Le soi n'est qu'un terme qui désigne l'ensemble de la personnalité, car l'ensemble de la personnalité de l'homme est indescriptible. Sa conscience peut être décrite, son inconscient ne peut pas être décrit, car l'inconscient, comme je dois me répéter, est toujours inconscient. Et il est vraiment inconscient, on ne peut pas le connaître. Et donc, nous ne connaissons pas notre personnalité inconsciente. Nous avons des indices. Nous avons certaines idées, mais nous ne le connaissons pas vraiment. Personne ne peut dire où l'homme se termine. C'est là toute sa beauté, vous savez, c'est très intéressant.
l'inconscient de l'homme peut atteindre Dieu sait quelle limite. C'est là que nous allons faire des découvertes. Plongeons dans les profondeurs de votre inconscient. Déjà, la première chose à savoir, c'est que le mot inconscient devrait être considéré comme un synonyme du mot subconscient selon moi. Certaines personnes utilisent le mot subconscient un peu différemment et le voient comme une couche intermédiaire entre le conscient et l'inconscient. Mais en réalité, ça n'a aucune importance. Ces termes ne sont pas la réalité, mais que des cases pour essayer de mieux comprendre la réalité. Donc selon Carl Jung, le psychisme pourrait être disséqué de cette façon. Il y a tout d'abord le conscient, puis l'inconscient ou le subconscient, et pour finir, l'inconscient collectif. Et dans votre inconscient se cache ce que Carl Jung appelle l'ombre. Votre ombre est la partie cachée et inconsciente de votre personnalité qui renferme les traits et impulsions que vous-même considérez comme négatifs et que vous tentez de refouler. Mais le vrai saint est l'homme qui a accepté sa nature démoniaque. En refoulant votre ombre, vous refoulez une partie de vous-même, sachant que l'ombre fait partie du soi. Votre ombre contient la créativité, l'intuition, l'énergie vitale et le courage dont énormément de personnes manquent de nos jours. Alors pourquoi toutes ces personnes continuent à vivre comme si elles étaient la persona qu'elles ont créée de toutes pièces et en refoulant leur vraie nature, leur ombre? La réponse est simple. Parce que cette ombre contient aussi vos peurs profondes, vos désirs inavoués, vos émotions négatives et vos impulsions primitives. La notion du bien et du mal nous a poussés à cacher des parties de nous-mêmes qui sont jugées comme moins acceptables par la société moderne. Mais si l'univers ne fait pas d'erreur, alors peut-être que la seule erreur est de croire qu'il en fait. De croire que certaines parties de vous sont mauvaises les rend mauvaises, alors qu'elles ne l'étaient pas en premier lieu. Et ce qui est refoulé finit toujours par réapparaître de façon accentuée. Ma vie a réellement commencé à changer après une expérience psychédélique, où j'ai pris conscience de ma nature prédatoire. Ça c'est plutôt crazy. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais rien d'autre qu'un monstre, susceptible, narcissique et affamé. Mais en prenant conscience de cette partie plus sombre de moi-même, j'ai pu commencer à la canaliser. Si je comprends le mal, si j'accepte le mal, alors peut-être qu'il pourra être au service du bien. Vous savez, le psychisme a deux conditions importantes. L'une est l'influence environnementale et l'autre est propre à l'esprit. Et cela dès sa naissance. Le psychisme n'est en aucun cas neutre, mais nous sommes un mélange et une combinaison définie de gènes, et ils sont là dès le tout premier moment de notre vie. Et ils donnent un caractère défini, même au petit enfant. Et c'est un facteur subjectif, vu de l'extérieur. Maintenant, si vous regardez de l'intérieur, c'est comme si vous observiez le monde. Lorsque vous observez le monde, vous voyez des gens, vous voyez des maisons, vous voyez le ciel, vous voyez des objets tangibles. Mais lorsque vous vous observez intérieurement, vous voyez des images en mouvement. Un monde d'images, généralement appelé des fantasmes. Pourtant, ces fantasmes sont des faits. Vous voyez, c'est un fait qu'un homme a tel ou tel fantasme. Et c'est un fait si tangible, par exemple, que si un homme a un certain fantasme, cela peut entraîner la mort d'un autre homme. Ou la construction d'un pont. Toutes ces maisons étaient des fantasmes. Tout ce que vous faites ici, tous ces bureaux, tout était fantasme au départ. Et le fantasme a une réalité propre. Cela ne doit pas être oublié, le fantasme n'est pas rien. Ce n'est bien sûr pas un objet tangible, mais c'est un fait malgré tout. C'est une forme d'énergie. Malgré le fait que nous ne puissions pas la mesurer, c'est une manifestation de quelque chose. Et c'est une réalité qui est tout autant une réalité que, par exemple, le traité de paix de Versailles ou quelque chose de ce genre. Ce n'est nulle part et vous ne pouvez pas le montrer, mais c'est un fait malgré tout. Et ainsi, les événements psychiques sont des faits et sont réels. Et lorsque vous observez le flux d'images intérieures, vous observez un aspect du monde intérieur. Parce que le psychisme, vous savez, si vous le comprenez comme un phénomène qui se produit dans ce qu'on appelle des corps vivants, alors c'est une qualité de la matière. Comme notre corps est constitué de matière, nous découvrons que cette matière a un autre aspect, à savoir un aspect psychique. Et ainsi, c'est simplement le monde vu de l'intérieur. C'est comme si vous regardiez un autre aspect de la matière. Cette idée n'est pas mon invention. Le philosophe Démocrite parlait déjà de spiritus insertus atomis, ce qui veut dire que l'esprit est inséré dans les atomes. Cela signifie que le psychisme est une qualité qui apparaît dans la matière. Peu importe que nous le comprenions ou non, mais c'est la conclusion à laquelle nous parvenons si nous tirons des conclusions sans préjugés. Et donc, l'homme qui vit par rapport au monde extérieur,
par l'influence du monde extérieur. Disons la société ou les perceptions sensorielles, pense que sa perspective est plus valide que celle des autres. Vous savez, parce que tout ça est tangible, c'est réel, alors que l'homme qui se base sur les facteurs subjectifs n'est pas raisonnable, car les facteurs subjectifs ne sont rien. Non, cet homme est tout aussi bien fondé, parce qu'il se base sur le monde intérieur. La personne qui se base sur son monde extérieur est limitée par ce qui l'entoure, alors que la personne qui se base sur son monde intérieur n'a aucune limite. Imaginez un enfant né dans la pauvreté la plus extrême. Cet enfant était dans la rue et il vit une vieille télé accrochée sur le mur d'un restaurant. Sur cet écran, il vit une publicité avec des gens riches et heureux, en train de manger autour d'une table, et il fut profondément impacté. Lorsqu'il retourna se coucher dans un coin de rue obscur, il avait deux possibilités. La première était d'accepter qu'il n'y avait pas de possibilité d'atteindre une vie meilleure pour les enfants comme lui. Mais il a choisi la deuxième. Il a fermé les yeux et il s'est imaginé vivre dans cette publicité qu'il avait vue. Il fit ceci tous les jours et tous les soirs avant de s'endormir. Son corps était coincé dans l'un des endroits les plus pauvres au monde, mais son esprit était ailleurs, dans un monde meilleur. Avec le temps, il développa la conviction que cela allait arriver. Il était persuadé que sa vie allait devenir meilleure. Du coup, il avait tout le temps cet énorme sourire sur son visage, malgré les difficultés. Un jour, il était là, assis au coin d'une rue, mourant de faim. Mais il avait toujours ce grand sourire sur son visage. Comment est-ce possible? En réalité, il s'imaginait manger en famille, comme dans la publicité qu'il avait vue. À ce moment-là, un couple de touristes était en train de visiter ce village, et ils ont immédiatement été impactés par cet enfant. Il était si maigre, sale, mais pourtant, il avait l'air heureux. Ils s'approchèrent et lui dirent « Où sont tes parents ?» Il n'en avait plus. Il était seul et livré à lui-même. Le couple de touristes l'emmena dans une agence d'adoption, et après quelques mois, tout était enfin prêt. Le couple demanda à ce garçon s'il voulait être adopté, et il sauta de joie. Il répondit oui. Quelques semaines plus tard, il était dans son nouveau jardin. Sa maman adoptive apportait un bon repas sur la table, et ils mangèrent en rigolant et en étant heureux autour de cette table. L'enfant eut soudainement un flashback de la publicité qu'il avait vue lorsqu'il n'avait rien. Une larme coula sur sa joue, alors que son cœur était rempli de reconnaissance. Certains diront qu'il a eu de la chance, alors que d'autres réaliseront qu'il a utilisé sans même le savoir, un pouvoir qui dort en chacun de nous. Une chose est sûre, un grand changement de notre attitude psychologique est imminent. C'est certain. Parce que nous avons besoin de plus de psychologie, nous avons besoin de plus de compréhension de la nature humaine, parce que le seul danger réel qui existe, c'est l'homme lui-même. Le monde tient sur un fil fin, et c'est le psychisme de l'homme. Supposons que certains gars à Moscou perdent leur sang-froid ou leur bon sens le temps d'un instant, et le monde entier se retrouverait en feu et en flammes. De nos jours, nous ne sommes pas menacés par des catastrophes naturelles. Il n'y a rien comme une bombe thermonucléaire. Ce n'est que la création de l'homme. Nous sommes le grand danger, le psychisme est le grand danger. Que se passerait-il si quelque chose déraillait dans notre psychisme? Vous voyez? Et cela nous est démontré de nos jours, la puissance du psychisme de l'homme. À quel point il est important d'en savoir plus à ce sujet, mais nous n'en savons rien, bien trop peu. Notre psychisme devrait être étudié parce que nous sommes à l'origine des atrocités qui se produiront.